collaborateurs, on aime tout le monde. Les apprentis aussi de l'école font toute la formation. Là, tous les amoureux. Il y a 200, 300 personnes inscrites, je crois, quelque chose comme ça, à peu près. Et d'habitude, voilà, il y a beaucoup de personnes qui verront notre discussion informelle autour du liquide divin en replay. Et donc, on a quelques invités surprises ce soir. Et on va peut-être faire un petit tour de présentation. Justine, peux-tu nous présenter le charmant jeune homme qui est à côté de toi? Jean-Vincent Ridon, on fait des présentations croisées. C'est Voilà. très management participatif 2.0. Donc voici Jean-Vincent Ridon qui vit depuis 25 ans, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, au Cap. Au Cap, où je suis vigneron, mais également sommelier et enseignant en sommellerie. Voilà. J'ai eu la chance d'avoir Franck en Afrique du Sud quelques fois. Et je suis très heureux de partager ce moment de communion vinicole tous ensemble en ligne ce soir. Donc, peut-être deux, trois mots sur ton activité, ton parcours, parce que je sais que je te connais, on se connaît bien, Jean-Vincent, depuis 20 ans. Tu as un très joli parcours international, donc tu peux nous en dire quelques mots peut-être? C'est pas Lara Fabian, mais assez international quand même. J'ai commencé pas loin de Mentou-Salon, j'ai commencé dans la région du Sancerrois. J'ai même travaillé longtemps à Buée, j'avais un restaurant, bar à vin, Le Caveau. Et je suis parti en Afrique du Sud, j'ai fait du vin dans plusieurs pays, aux États-Unis, en Turquie, en France, dans le Roussillon, où j'ai monté 2 domaines, mais également en Afrique du Sud. Et j'ai également une école de sommellerie à Cape Town, où j'enseigne les sommeliers africains du Zimbabwe, d'Afrique du Sud et du Kenya pour l'instant. Voilà. Et donc, tu vas, pour la petite histoire, donc, on a ouvert il y a très peu de temps la revue des vins de France Académie à Genève, et très prochainement sur les rives du Cape of Good Hope, pour que l'espérance porte le message du vin jusque dans les cœurs sud-africains, nos amis, ce beau continent. Exactement, on est là pour ça, on y travaille et bientôt on aura cette vision alternative et puissante de la dégustation, de la compréhension des vins et du côté messianique du vin sur l'Afrique du Sud grâce à Franck. Il y a quelques questions. Déjà, bonsoir à tout le monde. Beaucoup d'origine à Istanbul, Lourdes, Toulouse. Il y a une petite question. Est-ce qu'il est possible de revoir sur une plateforme? Oui, bien sûr, tous les Wine Talk Shows sont mis en revisionnage sur la chaîne YouTube de l'école, sans problème. Et donc, je voulais vous présenter peut-être Seika, voilà, qui est sommelière japonaise. Peut-être nous dire quelques mots. Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Seika Osukawa, je suis sommelier japonaise. J'ai été sommelier au Japon, puis en France. Ce métier m'a permis de venir en France. Actuellement, je suis sommelier consultante, basée à Paris. Voilà, pour faire un partage des expériences. Et tu as travaillé dans une belle maison parisienne, le Jules Verne, je crois. Oui, dernièrement, j'ai travaillé au Jules Verne. Au restaurant de la Tour Eiffel. Dans la Tour Eiffel. Et avant ça, j'ai travaillé au Prince Gall, donc hôtel, plutôt le poste qui passe, et au Royal Monceau. Au Royal Monceau aussi, voilà. Et tu as fait la formation chez nous. Également. Aussi, voilà. Donc, c'est une ancienne élève de chez nous. Et puis maintenant, on va présenter l'homme central de cette soirée. Voilà, donc avant de le présenter, voilà un de ses vins. Voilà. Que nous avons dans notre verre maintenant et qui nous procure beaucoup de joie. Hors série. Donc c'est un hors série. Alors c'est pas un hors série de la Revue des vins de France. C'est un hors série. C'est pas un hors série de Netflix non plus. C'est un hors série de Philippe Gilbert. Ah. Wouh. Je sais pas si vous pouvez rire à un moment. Je dirais un tout petit peu moins seul. Je sais pas, sur Zoom, ça n'existe pas encore, tu sais, les faux rires. Ah oui, c'est vrai qu'on devrait faire ça et mettre des faux rires. Ça me permettrait de me sentir un tout petit peu moins seul. Ouais. Mais bienvenue à tout le monde, parce qu'on a à peu près une centaine.
Allez Philippe, on t'écoute. Raconte-nous donc ta vie en commençant par ta petite enfance. Le grave accident de poussette que tu as connu à 3 ans. Je te laisse te présenter. Ouais. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Je suis vigneron à Maine-tout-Salon depuis plus de 250 ans, si j'en crois la généalogie familiale. Tu fais pas ton âge, hein. Mais ce sont les crèmes. Berlusconi était un proche de la famille. Et donc, 9e génération techniquement. Je suis né en pleine vendange en 1969 et on m'a donné le prénom de l'aïeul qui a construit les bâtiments dans lesquels on continue de travailler et de vivre aujourd'hui. Ce qui a fait que sur mes petites épaules a pesé un certain poids. Je suis aujourd'hui à la tête d'un domaine familial de 30 hectares que j'ai mis peut-être 20 ans à digérer, et ça, peut-être on reviendra dessus, pas seulement à digérer d'un point de vue managérial, mais à digérer aussi dans le sens que ça raconte, quoi. Qu'est-ce que ça raconte qu'être vigneron? C'était à la fois quelque chose de complètement évident, puisque j'étais censé faire ça et j'étais censé ne pas réfléchir. Et évidemment, j'ai passé 20 ans à m'approprier ce métier, ce savoir-faire, cette passion. Et juste pour la petite histoire, Philippe, j'ai partagé une carte du Centre-Loire. Oui. Comme ça, nos amis peuvent voir, pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire, où est Maine-tout-Salon, donc dans le prolongement à l'ouest de Sancerre. Merci d'avoir fait ça. Ça m'a un peu perturbé, mais une fois que j'ai compris de quoi on parlait, ça a été, ouais. Donc, techniquement, c'est vrai que Centre-Loire, on est exactement à la mi-temps de la Loire. C'est-à-dire, si vous regardez sur la carte, à Pouilly-sur-Loire, la Loire est à mi-chemin du Mont-Gerbier de Jonc, où est sa source, de l'estuaire de Saint-Nazaire, où elle va embrasser l'océan Atlantique. La Loire qui, pour mémoire, fait un peu plus de 1000 km. Je crois que c'est 1050, mais enfin bon, ça, Wikipédia est meilleur que moi. Maine-tout-Salon, c'est une appellation un peu connue aujourd'hui, et sans doute même reconnue, mais qui est encore très jeune. Les lettres de noblesse de Maine-tout-Salon, c'est 1959, avec des gens de la personnalité de mon grand-père qui portent sur les fonds baptismaux cette petite appellation. Et en 1980, Maine-tout-Salon ne représente que 100 hectares. Aujourd'hui, c'est 620 environ. Donc, ça reste une appellation confidentielle et ça reste une appellation jeune. Le domaine que je pilote aujourd'hui est partagé entre 15 hectares de Pinot Noir et 15 hectares de Sauvignon, ce qui est un peu particulier dans le coin puisqu'on est une région plutôt connue pour les Sauvignons. Il se trouve que mon père, qui avait beaucoup d'humour, préférait travailler le Pinot Noir. Il m'a donc légué, il y a 25 ans, un domaine où il y avait déjà 15 hectares de Pinot Noir, mais seulement à l'époque 7 hectares de Sauvignon. Le vigneron qui vous parle, il y a 25 ans, n'aimait pas le Sauvignon et pensait qu'on n'avait pas des terroirs pour le Pinot Noir. Et là aussi, il a fallu que je fasse un travail pour comprendre qu'on avait des terroirs à Pinot Noir et pour comprendre qu'on pouvait faire des choses intéressantes avec le Sauvignon. Quand tu parles du mot travail, ça sous-entend quoi? Ah, punaise. Pour moi, il y a deux manières d'appréhender le travail. Il y a la manière technique, c'est-à-dire un ensemble de process qui font que, par exemple, actuellement, dans les vignes, à 6 heures le matin, on fait le deuxième relevage qu'on appelle l'accolage, où on fait deux mises en bouteille la semaine prochaine. Donc, il y a un travail à faire sur les vins pour faire que le niveau de gaz soit raisonnable et autres. Bon, ça, c'est tout un ensemble de techniques qui sont, pour moi, un artisanat, mais qui doit être assez pointu. Mais le travail qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui déborde de ça, c'est tout ce qui n'entre pas dans les cases. Je vais te reformuler ma question. Je suis désolé de te couper, mais je t'en prie. Dans ma question, il y avait quelque chose de très, peut-être un petit peu plus personnel. Ce que tu as dit, vous avez devant vous le vigneron qui, a 25 ans, était incapable, qui n'aimait pas le Sauvignon et qui pensait que à Maine-tout-Salon, et en particulier sur les vignes qui ont été transmises, le Pinot Noir ne marcherait pas. Ouais. Et quand j'écoute le vin, le hors-série 2021, j'ai un petit peu de mal à me pencher 25 ans en arrière
Donc, j'aimerais, quand tu parles de travail, j'aimerais que tu m'expliques, toi, intérieurement, qu'est-ce qui a fait que tu arrives à ça aujourd'hui? Parce que la semaine dernière, donc on a fait une grosse dégustation à l'aveugle pour un guide. Et ton vin est sorti, donc on ne savait pas que ton vin était au milieu. On a ressorti ton vin, ton rouge hors série 21. Là, on l'a ressorti, c'est un des vins qui a été le plus éclatant dans la dégustation. Donc on aime bien tes vins, mais on n'a pas été influencé parce que c'est une On ne dégustation. savait pas qu'ils étaient dedans. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui c'est éclatant et qu'à 25 ans, tu ne croyais pas, tu n'aurais pas mis 20 centimes dans le sujet? Bon, évidemment, c'est un process, mais ce qui a débloqué le plus de choses, c'est l'amitié. Et l'amitié est passée d'abord par la dégustation de vin. Alors, pas tout à fait à l'aveugle, mais tu sais, quand tu es un peu jeune, que tu fais des salons professionnels et que tu ne sais pas encore exactement qui est qui, alors si, il y a des noms qui circulent, etc. Donc, on déguste des vins. Et puis, on est plus ou moins touché. Et à partir du moment où j'ai eu certaines émotions qui m'ont parlé différemment des vins, j'ai réussi à canaliser que les vibrations des vins travaillés avec le postulat d'un terroir vivant. Évidemment, souvent, ce sont des vins travaillés en agriculture biologique et plus précisément en biodynamie, mais ce n'est pas absolument systématique. On a derrière des gens qui font énormément de bien et qui deviennent des passeurs. Alors, ça a été des rencontres avec Eric et Christine Sorel, avec François Chiden, avec Françoise Bedel, mais puis après, plein d'autres personnes. Et ces gens-là, par petites touches, débloquent des endroits de crispation, des endroits où on pense savoir, ou des endroits où on est fermé, des endroits où on oublie d'avoir confiance. Il dilate le cœur, il dilate la compréhension, il dilate le désir, et par petites touches, par petites phrases, ils m'ont donné envie de prendre les choses autrement. Alors, par exemple, pour le pinot noir, il y a des choses très simples, hein. Françoise Bedel me dit qu'il faut donner du temps d'élevage. Françoise Bedel, c'est le domaine Bedel à Croûte-sur-Marne, un magnifique. Et voilà, donc déjà, donner du temps au vin. Là, je suis dans une région où il n'est pas rare que les vins blancs soient commercialisés au bout de 4 mois. 4 mois après la vendange, et les vins rouges entre 6 et 7 mois. À partir du moment où on décide, on pose le postulat de donner du temps au vin, déjà on a un autre résultat. Mais la vraie clé de voûte, c'est de partir de la vigne et du terroir. Et à partir du moment où j'ai commencé à aller dans les vignes et à respirer autrement, à parler aux vignes, j'ai commencé à recevoir énormément. Et en fait, ça a été C'est intéressant, je commande juste un petit peu ce que tu dis, parce que je ne sais pas si tu te rends compte, mais tu utilises quand même un vocabulaire hautement alchimique, puisque tu parles de clé de voûte. Donc la clé de voûte, c'est ce qui soutient l'ensemble dans l'hôtel. Voilà, dans l'hôtel. Et si on t'écoute un petit peu, on a vraiment l'impression que l'homme d'il y a 25 ans était comme les vins d'il y a 25 ans. C'est-à-dire qu'il pouvait être bloqué et qu'aujourd'hui, le chemin de tes vins et ton chemin à toi sont quand même intimement liés. Alors, depuis 25 ans, j'ai rencontré beaucoup de géobiologues. Je ne sais pas s'il faut préciser, les géobiologues sont ces personnes qui travaillent sur l'énergie, qui sont des passeurs d'énergie. Ça fonctionne à plusieurs endroits. Et j'avais fait une rencontre avec Odette Bouillat de mémoire dans le Bordelais qui, en regardant mes bouteilles, m'avait dit « ces vins sentent la dépression ». J'étais moi-même plutôt gentiment dépressif, côté un peu voilà, borderline. Et elle m'a souri en me disant il vous ressemble. Et c'est vrai que je suis sorti de la dépression. Et j'assume absolument l'idée que les vins et nous sommes deux à les penser, à les
à les accoucher, mais j'assume parfaitement qu'il y a cette communion, qu'il y a ce lien très fort. Le mot communion est suffisamment fort, je n'ai pas besoin de préciser. Comme union, hein, comme dans l'union. Hein. C'est ça, ouais, oui. Un lien qui fait à la fois mal parce que nous souffrons aussi. Je prends l'exemple de 2 millésimes de souffrance. C'est 2003 qui est le premier millésime où j'ai eu une sorte d'alerte avec la canicule. J'ai compris qu'on entrait dans une autre phase. Et puis, après, je pourrais donner le millésime 2000, punaise, ça y est, j'ai un trou de mémoire, 2016 à cause du gel ou 2018. 2016 avec le gel, c'est ce millésime où pendant presque un an, jusqu'à la récolte suivante, vous avez un creux, vous avez une sorte de boule dans le ventre. Et cette boule, c'est l'absence d'un millésime. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque. Et ça crispe, quoi. Et puis 2018, je dirais que c'est 2018, c'est le millésime, on se dit qu'en fait, on est déjà en 2050. Ça, c'est encore une autre question. Alors, Jean-Vincent, quand tu entends notre ami Philippe parler de son vin comme ça, de cette relation qu'il a avec cet accouchement de liquide, cette clé de voûte qui porte à la fois son existence et celui de son vin, comment ça résonne chez toi, ça? D'abord, je suis content que Philippe, après avoir parlé aux vignes, les vignes lui ont parlé et l'ont aidé à sortir d'un stade dépressif. C'est aussi cette communion et cet échange qui se passe. Et il est évident que c'est plus une communion, ça devient une symbiose. Ce moment où tu passes du temps dans les vignes et tu souffres avec elles. 2003 a été pour beaucoup un révélateur et on se rend compte qu'on va souffrir de plus en plus et que, comme tout bon parent, on doit s'obliger à protéger nos vignes, à les adapter, à les préparer. Et venant d'un pays où on a l'habitude de gérer des aléas climatiques importants, on est un pays plus chaud et même si on a du mal parfois avec le pinot noir, on se prépare, on souffre avec les vignes et on essaye de trouver l'énergie nécessaire pour donner aux vignes une résistance. Et je ne sais pas quels sont les plans de Philippe, mais il est clair qu'il y a une adaptation nécessaire et ça me touche parce qu'on a connu ça. Mon premier millésime en France, c'était 2003 également, cette année terrible. Et c'est vrai que j'étais très préparé à ça, à des vignes qui mouraient sur pied, à des jeunes raisins qu'il fallait faire tomber pour sauver la vigne pour l'année suivante. Et c'est un sacrifice énorme. C'est un sacrifice qu'un vigneron a toujours du mal à faire et qui laisse des cicatrices. Donc, c'est une manière de regarder la culture de ces vignes qu'on a plantées, qu'on a chouchoutées, qu'on a préparées, qu'on a amenées à la vendange, et voir des épisodes de gel ou de canicule, parfois les deux la même année, oui, c'est une douleur. C'est une douleur et il faut apprendre à ne pas transférer la douleur dans le vin. Ouais. Et j'ai mis un petit mot dans le chat là, agriculture. Donc agri la terre, culture, hein, donc c'est le culte. Hein. Donc soit on est en culte de la terre, c'est-à-dire on est en relation. Quand je parle de culte, hein, je parle de relation fusionnelle et symbiotique. Soit on est, d'ailleurs, vous pouvez demander à un paysan comment il se considère. Et quand un paysan il vous dit qu'il est un exploitant agricole, mais il a tout dit, hein, il exploite la terre. Donc, je ne sais pas si vous avez envie, si vous avez déjà, ou si vous avez envie, si le concept d'exploitation vous fait envie. Moi, si je suis à la place de la terre, je n'ai pas vraiment envie d'être exploité. Voilà. Donc, vous voyez la portée des mots. Hein, quand je dis je suis exploitant agricole ou quand je suis agriculteur, ou paysan ou viticulteur, ça n'a rien à voir. Hein. Viticulteur, le culte de la vigne. Hein, voilà, c'est symbolique ce que je suis en train de vous dire, mais c'est combien important dans la pensée philosophique. Et attends. Tu vas accompagner la posture du vigneron, des gens qui font le vin, j'imagine, tous les jours aussi, bien qu'on le comprenne. J'aime bien ce que vous témoignez tous les deux, Jean-Vincent et Philippe, sur cette notion de trauma.
puisque voilà, quand il y a des millésimes qui sont durs, ça marque. Et comme quand on vit des éléments, des épisodes compliqués dans sa vie, ça marque. Il faut savoir les traverser, les transmuter ou vraiment les sublimer, quoi. Et je suis resté au milieu de ce que je disais, dans le sens où il y a eu de la souffrance, et il y a de la souffrance, c'est incontestable, mais la vigne, et à travers la vigne, c'est la nature, parce que dans les vignes, il y a des orchidées sauvages, par exemple, qui poussent dans mes vignes. Il y a des haies, et dans les haies, alors, il faut que ça se sache, à Bourges, nous avons le plus grand centre d'études sur les chauves-souris en France. Un monsieur merveilleux dont le prénom m'échappe tout de suite. Donc, on a fait des études, des recherches sur les chauves-souris qui circulaient dans la vigne. Voilà, j'avais la réponse, c'était l'insecticide le plus efficace. Pourquoi je parle de ça? C'est que la nature est un guérisseur exceptionnel. La question sur l'adaptation, moi, c'est un chantier trop énorme pour que j'y vois clair, mais par rapport à la conversion que j'ai vécue, ce que je peux témoigner, c'est que quand on commence à prendre soin de la nature, quand on commence à ne plus précisément l'exploiter, comme tu dis, à ne plus l'avoir comme un outil, enfin, voilà, mais à faire corps avec elle, à aller vers elle, on reçoit d'abord beaucoup plus qu'on est capable de donner. Et je crois qu'on apprend à voir ce qui pourrait fonctionner pour l'avenir. Là, je ne réponds pas dans le sens où, évidemment, il faudrait pouvoir réfléchir différemment la taille, il faudrait pouvoir réfléchir différemment la manière de planter la vigne. Et ça, on le fait. On sait qu'il faut davantage d'ombre. Il y a beaucoup de choses qui sont faites ces dernières années en agroforesterie. Nous, on a un tout petit peu à la ramasse par rapport à ça, mais il y a un collègue merveilleux à Maroc qui fait ça, qui s'est lancé à bras le corps là-dedans. Donc, il y a on commence à voir des solutions pour essayer de tempérer l'incendie, quoi. Juste pour donner un exemple, et pour parler de la biodynamie, en 2018, le premier millésime d'une chaleur suffocante, le premier millésime où on prend conscience que c'est aujourd'hui le dérèglement climatique, c'est pas à venir. Le mot d'ordre de toute la région, c'est acidifier. Acidifier, c'est cette opération qui consiste à rajouter de l'acide tartrique dans les vins. La génération de mon père chaptalisait. J'ai été bercé par le mot chaptalisation. Mon père faisait partie de cette génération de vignerons qui chaptalisait quoi qu'il arrive. Même s'il avait exceptionnellement des jus à 12,5, 13, il fallait quand même rajouter un peu de sucre. C'était une chose, enfin, quasiment tous les vignerons de son âge l'ont fait, on ne réfléchissait pas trop, on rajoutait du sucre. Eh bien, la grande mode depuis maintenant 6, 7, 8 ans, c'est de rajouter de l'acide tartrique. L'acide tartrique pour rajouter soi-disant de la fraîcheur, mais qui en vérité est un outil qui déconstruit les vins. Ah, j'ai une drôle de tête, madame, mais c'est pas grave. Vous m'entendez toujours? Attendez, oui. Il y a un bug, c'est ça? Vas-y, non, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a partagé son écran. Eh bien, grâce à la biodynamie, en 2018, on n'a pas eu besoin d'acidifier nos blancs. On n'a pas acidifié. De toute façon, avec le cahier des charges d'Émetteur et Biodivin, on n'a pas le droit d'acidifier, donc ça simplifie le débat. Mais surtout, les vins n'en ont pas eu besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture idéologique de ne pas acidifier en 2018 parce que c'est interdit. Il se trouve que la biodynamie est déjà une réponse qui fait que, donc en 2018, depuis 2007, j'avais 11 ans de biodynamie dans les vignes. Mes jus de 2018 n'ont pas eu besoin d'être acidifiés. Ça, c'est un début de réponse que je trouve extrêmement pertinent. Laurent, je te remercie. On va arriver sur les accords Mévin tout de suite en plantant juste le décor sur la dimension nourrissante et alimentaire du vin, la dimension énergétique. On va basculer dans les accords Mévin parce qu'il y en a qui disent oulala, on ne parle pas d'accords Mévin, ne t'inquiète pas, on y arrive, mais on préchauffe comme on dit.
nous allons parler d'accords mais vins, donc nous préchauffons le four, nous faisons des préliminaires gustatifs pour éveiller vos papilles et vos esprits. Voilà, pourquoi justement, pourquoi cette introduction sur la partie du quotidien et la philosophie de Philippe au sein de ses vignes? Parce qu'on est parti du principe de l'aspect nourritif, nourrissant du vin énergétique. Il y a une chose toute bête qu'on aime bien faire en formation, c'est mettre le nez sur le verre comme ça, sans le sentir les arômes, mais juste sentir en mode chasseur-cueilleur. On tient ça voilà, c'est Jean-Michel Dax qui nous l'avait partagé aussi, un peu en chasseur-cueilleur. Est-ce que mon corps sait, est-ce que le vin est bon pour moi, est-ce que je salive? C'est une expérience qu'on peut faire ça avec les enfants à la maison, avec des aliments, plus ou moins, voilà, 2 types d'aliments, des fromages fermiers ou plus industriels par exemple, mettre 2 devant son nez et lequel me fait saliver le plus? Eh bien, avec le vin, c'est un exercice tout à fait intéressant aussi à faire. Et moi, quand je mets le nez dans ton vin, Philippe, tout de suite, la salive me monte à la bouche. Et pas une salive de protection, mais une salive qui me dit, qui me crie et qui me dit « Ok, tu peux y aller, ce vin, il est sans doute bon pour toi. » Alors, rassure-nous, Justine, les vins de Philippe ne font pas baver. Alors non, tout à fait, c'est une salivation. On fera de la géosensorielle plus tard, mais c'est une salivation plutôt qui est longiligne et qui est très salivante, etc. Donc, c'est super. Et donc, on est parti de ce principe de la nourriture est ton médicament, le vin aussi peut avoir un effet nourrissant et nutritif. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas aujourd'hui, avec Franck et une super équipe de sommeliers, échanger sur l'aspect accord mets vin, et non pas seulement sur la dimension aromatique, texture, puissance, finesse, mais aussi sur la dimension nourrissante et énergétique. Voilà. Et donc, nous revenons à nos accords. Pour revenir dans le sujet des accords mets vins, SPIK, par exemple, toi, quand tu fais un accord mets vin, sur quoi tu te bases? Quels sont les éléments techniques sur lesquels en tant que sommelière, tu te bases? En tant que sommelier, personnellement, je pense d'abord la texture. La texture du plat et du vin. La texture du plat et du vin. Et les arômes des vins et du plat. Et en fait, cette texture, elle va être conditionnée par quoi, par exemple, dans le plat? Dans le plat, par exemple, soit sauce crémeuse, soit sauce à huile d'olive, soit sauce à ébullition. Voilà, donc selon les types de cuisson, qu'on ait une cuisson grillée, pochée, qu'on ait en effet une sauce plutôt crémée, une sauce plutôt d'inspiration méditerranéenne, automatiquement, ça va impacter la dimension texture du vin. Après, il y a les arômes avec la garniture aussi, je suppose. Hein. Et qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la texture, les arômes Pour moi, c'est plutôt les arômes et le goût, donc le saveur. D'accord, ok. Donc ça, oui, c'est le côté, je ne sais pas si Jean-Vincent, tu veux rajouter quelque chose toi en tant que sommelier? Vincent, il a écrit un livre qui s'appelle Food Pairing, non? Passion for Pairing. Passion for Pairing. Waouh! Alors, comment tu l'as imaginé justement la trame et comment mettre en avant Eh bien, ma vision est peut-être légèrement différente de notre ami. La vision, je suis beaucoup plus sur la texture et en tant que également, j'ai travaillé en cuisine pendant longtemps, j'ai travaillé en salle, en sommellerie et pratiquement en maître d'hôtel. On se rend compte que aromatiquement, quoi qu'on ait dans son assiette de servi chaud, le chaud fera toujours que les arômes du plat seront potentiellement toujours plus puissants, intenses et en anglais on dit overwhelming, saturants par rapport aux arômes du vin. Alors que, comme tu l'as fait très bien remarquer, la salivation induite va créer une souplesse qui va jouer avec la texture des plats, qui va te permettre, surtout sur un pinot noir qu'on est en train de goûter là, d'avoir un soyeux, un velouté, pas velouté, un velvety, un velours, qui va permettre de jouer sur des textures, parfois des choses plus sèches, plus difficiles à manger seul. Et à ce moment-là, on aura vraiment une compatibilité plat et vin. Et je pense que c'est là vraiment que l'accord est intéressant quand, bien sûr, on ne détruit pas l'équilibre, mais en plus, on permet une meilleure digestibilité ou en tout cas une meilleure captation de l'énergie du plat grâce au vin
et que le vin devient partie prenante du plat et donc aide à son… je cherche mes mots en français. Bah, oui. La révélation. La transmutation du plat, oui. Lost in translation, right? Yes. Ok. Donc finalement, si je résume un petit peu là, pour revenir à cette question finalement qui est un petit peu la clé de voûte de ce White Talk Show, c'est la dimension nutritive des accords mets-vins. Donc si je comprends bien, voilà, en tant que sommelier, on va d'abord poser un socle technique, c'est-à-dire qu'on va analyser le plat. On va se dire, voilà, il y a une sauce comme ça, je vais chercher de l'acidité dans le vin, etc. etc. Donc après, une fois qu'on aura fait encore un petit peu de discussion autour de ça, on vous montrera un menu qui a été fait il y a une semaine là, sur les vins de Philippe. Ce sera intéressant que vous ayez votre œil de sommelier, qu'on y amène notre complément de ce qu'on va dire. Donc il y a cette dimension technique. Donc on parlera techniquement des accords qui ont été réalisés là, lors de chez un ami caviste, la Mare au Vin, donc dans l'ouest de la France. On parlera de ça. Philippe nous parlera de ses vins. Mais avant ça, c'est pour ça qu'on a fait tout ce préambule un petit peu sur l'énergie du vin. Parce que l'énergie du vin, c'est un sujet un peu abstrait. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Donc, il y a l'énergie électrique. Voilà. Donc, d'ailleurs… l'énergie, c'est pas non plus cette perception, c'est toujours ce que tu disais, la mode de l'acidité aussi tout à l'heure, Philippe. Parfois, c'est pas l'énergie, c'est pas forcément… On peut faire l'amalgame, se dire, ah ok, il y a de l'acidité, de la fraîcheur, c'est de l'énergie. Donc voilà, c'est pas forcément ça aussi. Des fois, il y a une sorte d'amalgame aussi sur le sujet. Cette notion d'énergie, je vais vous donner un exemple un peu brutal, mais il y a des mets pour moi qui portent une énergie qui sont nourrissants. Alors, pas nourrissants dans le sens calorique, puisque, encore une fois, le vin, on peut le voir d'une façon chimique. C'est-à-dire on peut analyser chimiquement un vin, et on peut d'ailleurs avoir deux vins qui ont des analyses chimiques assez proches au niveau des taux de sucre, d'acidité totale, etc. Mais dans le verre, on peut avoir deux expériences complètement différentes. Preuve en est, si vous prenez des vins qui ont une acidité volatile au-dessus de la norme, qui peuvent par exemple être considérés techniquement comme du vinaigre, à plus d'1,2 gramme d'acidité volatile, je pense à des grands championnats du pape, des grands Barlow, etc., et qui, à la dégustation, sont des monuments. Voilà. C'est pareil pour un plat. On peut imaginer qu'on fait une analyse chimique du plat. En fait, l'analyse chimique, c'est comme une analyse de sang pour une personne ou comme un CV. C'est une succession de choses analytiques, mais ça ne livre pas l'esprit, le cœur et l'âme de la personne. Et après, il y a cette dimension, on peut en faire la même chose, on pourrait faire pour les plats et pour les vins, une espèce d'analyse calorique en disant, ben voilà, tel vin rouge amène tant de calories, tel plat, etc. Mais quand je parle d'aspect nourrissant, c'est pas ça. Je vais manger dans un fast-food, voilà, sans citer de marque, je mange, donc je ressors, je suis très très vite par une nourriture qui est sans âme et sans vibration, je suis tout de suite rempli. C'est-à-dire que j'ai plein de goûts séducteurs, sucrés, quelque chose qui est large dans la bouche, qui est facile à comprendre. D'ailleurs, la nourriture est facile, hein. Elle est molle, on la mange avec la main, ça a un côté régressif. Je sors de là, j'ai une espèce de substantation, mais 1h30, 2 heures après, je vais avoir faim. Oui, et il y a aussi cette notion de fatigue. Quand tu ressors, tu sens que ça t'a fatigué plutôt qu'énergisé. Le corps a été sollicité. Voilà. Le corps a été sollicité dans la digestion, c'est-à-dire qu'il a reçu ces aliments comme des intrus avec lesquels il s'est battu et il a fallu les transformer pour les évacuer. Donc, ils ont une valeur calorique élevée, mais ils ont une valeur nourrissante faible, etc. Alors que si vous prenez une bonne tranche de pain qui a été fait avec amour, avec un bon fromage ou un bon vin qui a été fait avec respect, amour et vie, c'est un vin dans lequel il y a une vibration, vous pouvez en manger très peu et ça peut vous substanter. Quand je parle de substanter, c'est cette notion de satiété du corps. Ça peut vous substanter. Donc, pour moi, il y a cette dimension-là. Et cette dimension-là, on la retrouve beaucoup dans les travaux, entre autres, d'Hildegard de Bingen, cette nonne allemande
qui a beaucoup écrit sur les plantes, elle faisait macérer le vin dans la plante, etc. Et elle parle de cette dimension, on la retrouve aussi dans les menus du Moyen-Âge, il y a toute une dimension nourrissante. Et c'est à la fois nourrissant au niveau corporel, au niveau alimentaire et au niveau spirituel. Il y a une notion de satiété là-dedans. Et aujourd'hui, cette notion-là dont on est en train d'évoquer, techniquement, en tant que sommelier, on n'y pense pas vraiment. On pense à faire des jeux de texture, des jeux d'arômes, etc. Et d'ailleurs, je trouve que souvent, dans les restaurants gastronomiques, il y a une succession de plats qui est assez longue. Et donc après, voilà, les gens payent cher, donc il faut qu'il y ait une question de répétition, etc. Mais, encore une fois, je ne porte pas de jugement, mais c'est la question qui peut être intéressante de se poser la question de quelle est la justesse de tout ça. Et moi, je crois vraiment que si on associe des vins à haute vibration, c'est-à-dire des vins qui portent une lumière qui a été révélée, comme les vins de Philippe, par exemple, et si on y met une cuisine avec des aliments vivants, eh ben la dimension nourrissante, elle est éclatante pour le corps. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe et les autres. Le corps et l'âme, oui, absolument. Oui. Tout à fait. Et donc, vas-y. Il y a une phrase de Steiner que j'aime beaucoup parce qu'elle prend le contre-pied du sens commun. Elle dit que ce que nous ingérons solide et liquide construit notre âme. Et que ce que nous vivons, ce que nous partageons en famille, les émotions et tout, ce que nous regardons, ce que nous écoutons, construit notre corps. Et je trouve ça très joli parce que c'est sans doute, enfin, il y a du vrai et du faux, c'est pas la question, mais je trouve ça très intéressant de se dire que ce que nous ingérons nous juge. Ouais. Et que si nous choisissons d'ingérer de la mort, il ne faudra pas se plaindre après que notre vitalité est en berne. Donc ça, on le retrouve, moi je suis un grand passionné d'Inde, on le retrouve beaucoup dans les textes ayurvédiques, de médecine ayurvédique, sur les aliments à utiliser. Voilà, donc le prana, merci Delphine, le prana, l'énergie vitale, bien sûr. Merci à toi Delphine pour ce petit clin d'œil. Mais il est certain qu'une alimentation, alors, il ne s'agit pas de faire des dogmes type d'alimentation, ce n'est pas le sujet. Hein. C'est intéressant de se replacer là. Il y a la dimension, c'est comme dans la dégustation, hein. Il y a la dimension purement analytique, il y a la dimension ensuite tactile de la dégustation, et puis il y a, quand je goûte un vin, donc nous on appelle ça la dégustation intuitive, la dégustation sensorielle, c'est-à-dire que quand le plat va me faire voyager dans une dimension émotionnelle et va m'amener à certains endroits. Donc, alors je vous propose peut-être qu'on regarde ce menu et qu'on en parle ensemble. Alors Philippe, tu nous parleras des vins. Ce qui est intéressant, c'est peut-être toi tu l'as goûté ce menu, nous on n'a pas eu la chance de goûter. Tu pourras nous en parler. Et puis tu nous parleras des vins. Peut-être on a deux sommeliers talentueux, Célika et Jean-Vincent, qui pourront peut-être poser un commentaire technique sur l'accord. Et puis moi, je compléterai sur la dimension que je ressens, nourrissante de cet accord. Je vais vous montrer le menu. Donc, c'est un menu qui a été, je crois, élaboré il y a une dizaine de jours, une quinzaine de jours, c'est ça? C'était pour le 1er juin. D'accord. Donc, là, dans la cave, la Mare au vin, je crois que c'est à Niort, hein, si je ne me trompe pas. Et le restaurant étoilé l'adresse au sud de Niort. D'accord. Okay. Il faut dire restaurant étoilé, c'est mieux. Oui. Alors, énorme faute sur ce menu, mais ils sont pardonnés. Ils ont oublié le trait d'union entre Mentou et Salon. D'accord. Alors, bon voilà, la rémoulade, on la laissera à sa place. Errer seul sans vin. Et on va s'intéresser à cette langoustine rôtie. Donc, les ornithogales, tu nous disais, c'est des asperges sauvages, hein, c'est ça? Chou-fleur. Donc, on a une langoustine rôtie, des asperges sauvages, du chou-fleur et une vinaigrette avec un jus de viande. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, les sommeliers, là, tous les deux? Ne me dites pas rien, hein. On dirait que tu fais contrôle surprise. Allez. Qu'est-ce que ça peut inspirer dans la dimension de l'accord entre les langoustines rôties, le chou-fleur et la vinaigrette de jus de viande condimentée, il faut, sans utiliser un côté très spirituel sur lequel tu nous as engagés,
pour revenir à l'effet Mentou Salon Blanc et sur des millésimes chauds, parce que 2020 était un millésime pas aussi terrible que 2018, mais c'est là où la perception de fraîcheur dans le vin parfois défie l'analyse pure. Comme il a été dit, voilà, on n'a pas acidifié, alors que tout le monde a acidifié en 2018, mais quand tes vignes sont relativement renforcées grâce à la biodynamie et à d'autres manières, tu as une perception d'acidité qui n'est pas forcément alignée sur ce que tu vois sur ton analyse purement technique, qui t'aurait obligé potentiellement à rajouter de l'acide tartrique et qui aurait sûrement tué l'énergie de ton vin. Et donc, forcément, ça donne une puissance. La langoustine est un plat très riche. Le fait qu'elle soit rôtie donne une certaine douceur. Et donc, il faut un vin avec beaucoup d'énergie pour être capable de ne pas s'effondrer face à la puissance propre de la langoustine. Et à la fois, le chou-fleur, à mon avis, fait un très beau lien entre la fraîcheur, je n'allais pas dire végétale, mais une certaine fraîcheur du Sauvignon blanc et la langoustine qui a une richesse extrême. C'est un des plats, un des crustacés les plus riches qu'on puisse trouver. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ton vin en 2020 Alors, je rebondis sur le caractère végétal parce que c'était évidemment le côté végétal qui ne me plaisait pas avant sur le Sauvignon. Et de plus en plus, j'aime un certain caractère végétal, le côté plantes aromatiques, notamment le genièvre, par exemple, qu'on peut avoir, et qui rend le Sauvignon très intéressant. Et c'est ce que l'on a sur ce millésime qui est, je suis absolument d'accord, solaire, mais peut-être solaire tempéré. Je ne sais pas si le caractère tempéré de ce millésime tient à une certaine... alors le mot m'échappe tout de suite, mais la vigne se serait peut-être habituée parce qu'on avait un triptyque 18, 19, 20 qui était très solaire, mais 20 est quand même moins marqué. C'est peut-être aussi le vigneron qui a appris à anticiper les gestes, et notamment le geste de la cueillette, puisque de fil en aiguille, on apprend à vendanger plus tôt, et on apprend même à vendanger avant maturité, en faisant confiance à la matière et confiance au fait que la maturité se fera en masse dans les cuves. Là, ce qui était bluffant pour moi dans l'accord, c'était le jus de viande. Et c'était presque, parce que je dirais langoustine, chou-fleur, asperge, même quand elle s'appelle ornithogale, sur le blanc, ça, pour moi, ça ne me surprenait pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, je le voyais venir. Enfin, je veux dire, j'étais pas... Mais le jus de viande, ça a apporté je ne sais pas comment dire, une sorte de liant? Oui, mais une sorte, c'est pas un choc, hein, mais de liant, oui, pardon. Et notamment du coup, sur la texture, ça fonctionnait très, très bien. Oui, mais ton Sauvignon blanc aura aussi des amers très fins, surtout sur un millésime comme 2020. Et cette amertume fine, ces amers fins, vont aller parfaitement avec, parce que c'est un jus de viande, mais un jus de viande condimenté. Donc, ce n'est pas juste la souplesse d'un fond. Il y a aussi ce nerf qui est donné par les condiments et qui doit résonner, à mon avis, très bien avec le chou-fleur et surtout cette énergie du Sauvignon blanc. Alors, je ne sais pas si vous regardez dans le menu, le deuxième plat est une vraie surprise, hein. D'ailleurs, en le regardant tout à l'heure avec Philippe, j'ai dit, mais ils ont mal imprimé le menu. Non. Ils ont servi donc, la noix de veau snackée avec la réduction de la soubise d'oignon, les petits pois, les fèves de coquillage et le jus de veau. Ils l'ont servi en seconde position avant la lotte, donc servi avec un rouge. Donc, est-ce que tu peux... c'est quel, ça t'inspire quoi, cet accord, cette noix de Saint-Jacques, comme ça, cette noix de veau, pardon? Pour moi, c'est très intéressant parce que le noix de veau snacké, donc, qui a la texture, la croquant, à la fois gourmand. Donc ça, il recherche un vin gourmand. Avec le vin, on a goûté en plus. Et en plus, il y a la nuance d'oignon et la nuance petit pois. C'est assez végétal, donc herbacé. Donc ça se marie très bien avec ce pinot noir
qui a une nuance de fleurs rouges et un follet. Ouais. Et alors, tu peux nous dire peut-être quelques mots sur ce hors-série 21, Philippe? Ah, pardon, oui, excuse-moi, j'y étais plus. Alors, moi, je voulais juste rebondir, pardon, Franck. Tu as eu un très joli lapsus, tu dis noix de Saint-Jacques. Et ce qui était bluffant, c'est que la texture de la noix de veau était d'une délicatesse. Alors, tu me diras, c'est pas un scoop non plus que le veau bien travaillé, mais et il y avait une symétrie de texture entre le hors-série, la texture en bouche de hors-série et la texture de la noix de veau. Le fondant, notamment de la noix de veau, était absolument troublante, quoi. Hors-série, c'est un vin que nous faisons depuis le millésime 2015. Tu en as très bien parlé tout à l'heure quand tu dis ce n'est pas un hors-série de la RVF, c'est qu'effectivement l'humour. Alors, il y a de l'humour enfin, pour moi, l'humour, c'est un peu plus que la politesse du désespéré. C'est presque une deuxième respiration chez moi. Et donc, dans le nom des cuvées, on essaye de retrouver ça un peu. Surtout ces cuvées qui appartiennent à notre gamme des hors-cadres où, en gros, on assume complètement notre subjectivité, François et moi. Hors-série, c'est donc un vin qu'on s'interdit de faire tous les ans. C'est un vin qui ne voit jamais de soufre. Enfin, il n'y a pas de soufre ajouté. Ça ne change pas grand-chose et ça change tout. Le soufre a ce côté un peu corsé dans les vins, même quand on en met très peu. Dans 35 ans 17, il y en a très très peu. C'est techniquement parlant un vin nature. La plupart de mes rouges sont dans la charte des vins nature, à peu de choses près. Mais c'est surtout un vin sur lequel on a appris sur le millésime 2015 à grandir en confiance. Et je pense que c'est ça le secret de l'énergie qu'on retrouve dans ce vin, c'est qu'en 2015, on a décidé de lâcher les vannes et de faire confiance à la matière. Et de se dire, là, ce n'est pas protégé, il n'y a pas de slip, mais ça va le faire. Alors, quand je dis que ça va le faire, c'est qu'on a redégusté fin janvier du 2015, donc ça commence un peu à faire, quoi. Le vin est toujours là, sans aucune protection. Donc, voilà, l'esprit de J'ai pas eu la chance de goûter, mais ça me donne terriblement envie. Alors, troisième étape du menu, donc on a une inversion viande-lotte, et c'est vrai que quand on regarde en détail le plat de la lotte, automatiquement, on voit bien que c'est un plat qui a beaucoup plus de puissance et on va dire de contraste marqué. Et Jean-Vincent, il t'inspire quoi, là, ce plat comme ça, là, ce tronçon de lotte à la moutarde de fruits rouges, asperges et émulsion de pommes de terre et d'olive? En tant que sommelier, déjà, ça commence à me faire peur parce que les asperges vertes, c'est quand même la peur du sommelier et pas le légume avec lequel on voit nécessairement un grand pinot noir en mariage. Et alors, la tronçon de lotte, là également, on est riche, mais la lotte en elle-même est juste le porteur du reste du plat. Donc, c'est la sauce moutarde fruits rouges qui va prendre le dessus. Qui va faire le lien. Qui va faire le lien avec le vin. Qui va faire le lien avec le vin. Et l'émulsion pomme de terre nouvelle avec une certaine souplesse, mais la tapenade, taillage d'olive qui va donner là aussi un amer qui va faire le lien entre les tanins du rouge et le fruité de la moutarde, si j'ose me permettre. La lotte va juste servir de vecteur à ce mix, à cette explosion de saveurs. Et il faut un grand rouge, pas en intensité, mais en énergie. Sinon, le vin s'effondrerait face à un tel plat. Alors, 35 ans, Philippe? C'est un terroir que je ne connaissais pas, que j'avais entre guillemets sous les pieds depuis très très longtemps. C'est le seul étard que j'ai planté par mon grand-père sur Quiméritien ferrugineux, juste à côté du Portlandien, le peu de Portlandien. Quiméritien, Portlandien sont des calcaires. Hein. Ouais. Et Quiméritien, c'est ce qu'on retrouve beaucoup à Chablis, notamment, hein, pour faire court dans le descriptif. Et le Portlandien, il se trouve que c'est une terre ferrugineuse qui a débordé sur cette parcelle.
On l'isole depuis 2014 et c'est un vin qui a besoin de temps. Et ce qui est bluffant, c'est que 2017, là, on déguste un vin qui a 6 ans et il est bluffant de fraîcheur. On n'a pas du tout l'impression qu'il a été mis en bouteille il y a quelque chose comme 4-5 ans, quoi. Et c'est vrai que si moi, en tant que sommelier, les olives, en général, j'aurais plutôt tendance à aller chercher des vins caractère méridional. Oui. Et il y a cette espèce de mix olive, fruits rouges, asperges. C'est vrai que quand j'ai regardé l'accord comme ça, je me suis dit, pas simple, mais à mon avis, ça a dû jouer quand même. Hein. Ah oui, ça a fonctionné du feu de Dieu. Ouais. Ces 3 accords ont d'ailleurs fonctionné de manière assez crescendo dans à la fois le côté improbable et l'union justement qui fonctionne. Et alors, ce dernier accord, les fraises et le moustillon, on les laissera de côté. J'avais envie de nous concentrer sur les hors-sujets. Gorgonzola, tomate verte, gingembre. Qu'est-ce que ça a donné? Alors, pour moi, ce sont les tomates vertes qui ont sauvé le truc, dans le sens où le gorgonzola était délicieux, mais le gorgonzola aurait pu foutre en l'air l'accord. Ouais. Mais la confiture de tomates vertes a vraiment rassemblé la proposition et permis que le hors-sujet ne soit pas écrasé par le gorgonzola. C'est vraiment très puissant, surtout quand il est bien affiné, quand il est bon. En tout cas, alors quelques mots peut-être sur hors-sujet. Expliquer que c'est un vin de macération. J'aime pas dire vin orange, c'est un vin qui est élevé en jarre, c'est du Sauvignon, égrappé et en grappe entière, qui reste dans des jarres de 500 litres pendant 8 mois. Et au bout de 8 mois, on le presse. Donc, par exemple, on a pressé le 2022 il y a une grosse quinzaine de jours, et on le laisse ensuite en masse jusqu'à la mise en bouteille. L'exercice auquel on se soumet avec ce vin, c'est de chercher la trame tannique du Sauvignon. Vous allez décidément finir par penser que j'aime le Sauvignon. Je pense que le Sauvignon est un cépage extraordinaire et qu'on peut lui faire des choses. Voilà, on peut l'emmener ailleurs. Alors, de la même manière qu'on pense notre hors-sujet comme un rouge de Sauvignon. On est aussi, François et moi, très intéressés par les textures dans les vins. Donc, c'était aussi une manière de chercher la texture d'un Sauvignon de macération. D'où aussi le côté sur un gorgonzola et un côté hyper crémeux. Pardon. Sur un gorgonzola et un côté hyper crémeux, il faut absolument une texture. Oui, moi je rebondis juste, je ne sais pas si vous m'entendez encore. On est vraiment intéressé par la texture et je voulais dire quelque chose, mais je l'ai mangé. Aidez-moi. Moi, je rebondis, il y a une question, je vous laisse le temps de reprendre. Attends, je pense que ça a bugué notre ordinateur, Franck, on ne t'entend plus. Ouais, c'est nous. Ah oui, on n'a plus Internet. Mais c'est souvent assez compliqué parce que le côté moisissure bleue, ça donne souvent des caractères très métalliques avec les tanins des rouges, souvent. Puisque la thématique des accords mets-vins, ce soir, je voulais vous conseiller un bouquin que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément dans la dimension. Vous l'avez, hein? Ouais. Oui. Ouais, dans la dimension énergétique, mais qui est très intéressante, c'est de notre collègue François Chartier, canadien. C'est un livre qui s'appelle Papilles et molécules. Donc, il a fait vraiment toute une étude sur les molécules aromatiques et les textures, les cuissons. C'est assez passionnant. C'est pas simple à lire, mais c'est vraiment très chouette. Papilles et molécules. Et puis, on fait un grand bonjour à notre ami canadien Chartier, qui est un super bonhomme. Mais ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble. Le temps file. Moi, je voulais vous dire un petit mot de conclusion. Enfin, je vais laisser le mot de conclusion à tout le monde avant, mais c'est bien important de revenir dans ce terme de l'énergie du vin. Au sein de la Revue des vins de France, là, on a commencé avec Denis Savreau, le rédacteur en chef, à travailler, et avec Justine sur qu'est-ce que c'est que l'énergie dans le vin. Donc, on est en train de mener une enquête journalistique qui devait sortir cette année, qui sortira sûrement l'année prochaine. C'est un vrai sujet, puisqu'on va essayer de mesurer l'énergie dans les vins de façon scientifique ou
approche scientifique ou pas, enfin, approche mesurable. Donc, voilà, c'est assez intéressant, je pense, ce sujet. L'énergie mesurée non pas par des perceptions humaines, mais par des perceptions des outils. Alors, pas forcément un ordinateur, mais des outils. Voilà, donc il y aura sûrement avec nous un professeur tournesol, un géobiologiste, voilà, un petit cocktail de scientifiques. Donc, on est en train de travailler là-dessus. On en fera un wine talk show quand on sera prêt. Voilà, un immense merci de votre fidélité. Je vais passer peut-être un petit mot de la conclusion à Jean-Vincent, à Seika et à Philippe. Avant de conclure, point intéressant aussi, si vous êtes passionné de dégustation et d'accords mets et vins, dans 2 semaines, donc lundi 26 juin, concours en visio du meilleur apprenti sommelier caviste de l'école Franck Thomas Formation. 6 demi-finalistes ont été sélectionnés. Brillants, c'est des jeunes qui sont archi passionnés, qui ont envie, qui aiment, qui vivent et qui s'épanouissent dans le vin. Le vin, voilà, le vin qui nous élève tous aussi, et c'est pourquoi on est dans ce milieu. Donc, vous avez un lien d'inscription, vous recevrez des mails tous si vous voulez vous inscrire, et vous pourrez voter en direct pour votre candidat préféré en mode The Voice Top Chef, quoi. Et nous, c'est Top Somme. Top Somme, voilà. C'est d'ailleurs, ce sera le mot de passe, c'est Top Somme, ouais. Après The Voice, The Palette. Voilà, The Palette. Voilà, The Palette, comme on dirait en la française, The Palette. Donc, on vous attend nombreux, votez pour votre candidat préféré et passez un moment de partage et de joie autour du... Jean-Vincent, un petit mot de conclusion. Une conclusion, je suis fasciné par la vision de Philippe sur le terroir de Menetou-Salon, que j'ai connu surtout un terroir de blanc pendant longtemps, et son père et un autre viticulteur bien connu étaient un des 2 seuls à croire dans la beauté du pinot noir sur ce terroir, et de voir que même les marnes chimérigiennes et les 35 rangs donnent des vins parfois austères dans leur jeunesse, mais qui se permettent des accords mévins extraordinaires. Et en tant que sommelier, on a besoin de vins comme ça, soit des vins texturés comme le Sauvignon blanc sur l'accord du Gorgonzola. Ces 2 cépages nobles, le Pinot noir et le Sauvignon blanc, s'ils sont faits avec... Alors, c'est très bateau de dire fait avec amour, mais comme Philippe le dit, marcher dans ses vignes et parler à ses vignes, ce n'est pas juste un signe de problèmes mentaux, c'est une vraie communion, et ça se sent dans les vins. Et en tant que sommelier, on a besoin de vins avec ces textures, cette énergie, et c'est uniquement avec ces vins-là qu'on peut faire des accords mets vins hors normes et qui vont surprendre nos clients, parce qu'on est là pour offrir une expérience unique grâce à des vins comme les vins de Philippe. Seika, un petit mot de la fin. La fin, alors, accords mets vins, c'est, pour moi personnellement, c'est vrai plaisir de sommelier. Voilà, c'est pas l'autre métier. Donc voilà, il faut savoir faire, il faut savoir aborder et profiter-en. Philippe, le mot de la fin est pour toi. Merci pour cette responsabilité. Merci à la nature de nous faire du bien, et pardon à la nature de faire n'importe quoi, mais continuons de... Il y a une phrase de Margaret Mead qui dit que c'est toujours une minorité qui fait avancer les choses. C'est pas un scoop, mais voilà, continuons d'aller dans ce sens-là. Et merci à vous de m'avoir permis de témoigner ce soir. Et goûtez les vins de Philippe, ce hors-série 21, ça m'aide. Pas que, hein. Je fais pas que ça. Pas que. Mais c'est bon, hein. C'est vraiment bon. Il nous reste une demi-bouteille, je ne lui donne pas un quart d'heure. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous les lecteurs de la Revue des Vins de France de nous suivre. Voilà, n'hésitez pas à découvrir aussi le magnifique nouveau document sur la bio, sur les vins bio de la RDF, qui est vraiment très bien fait, qu'a fait notre ami Jérôme Baudouin. Hyper intéressant. Donc, c'est en kiosque. Hein, voilà, il y a plein de bonnes adresses, il y a plein de choses intéressantes en fait, sur les labels. Tous les labels, vous pouvez les fleurir sur les étiquettes. Donc, c'est un vrai guide pour vous initier au vivant.
Je pense qu'on parlera de ce guide quand il sortira aussi en librairie, comme ça vous pourrez profiter. On en parlera aussi avec Jérôme. Petit point, regarde Franck, on fait de la promo pour toi. Ah oui, Suivez n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Voilà. Il y aura des surprises et des concours bientôt. Et des vins de la cave de Franck personnel. Il est en train il lègue des vins en ce moment déjà. Ouais, je ne sais pas avec qui d'ailleurs. Parce que vous savez ce qu'a fait Justine? Justine, elle squatte ma cave. Et le problème, c'est que quand elle squatte ma cave, elle descend mes bouteilles. Je me trompe, je prends les millésimes évolués. Donc les petits. Voilà. Bon, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt à tous. Merci. Au revoir. On va passer un bel été aussi, si on ne se revoit pas le 26 pour le concours. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt.